Bienvenue dans Nouveau Prisme, le podcast qui aborde d'une manière nouvelle et originale le domaine des ressources humaines. Je suis Alexandra Hamda, DRH, à la fois curieuse et engagée, animée par la volonté de repenser et d'approfondir notre compréhension du monde DRH. Le domaine des ressources humaines est un domaine en constante évolution qui exige de sortir de sa zone de confort. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est très simple. Il s'agit d'explorer de nouvelles voies, de changer de perspective ou encore d'élargir notre vision. C'est une tâche complexe mais indispensable car le rôle des RH est essentiel pour accompagner les entreprises dans leur évolution constante. C'est dans ce contexte que j'ai voulu explorer le monde des ressources humaines, des compétences relationnelles, du management et de la communication à travers le prisme d'autres métiers que celui de DRH. Vous verrez, au fil des épisodes, je vais recevoir des invités inspirants, des personnalités passionnées, des experts reconnus et des professionnels engagés. Ensemble, nous allons explorer des sujets et des thématiques qui sont au cœur de notre quotidien professionnel. Mais nous le ferons sous un nouvel angle, celui de leur propre métier. Bonne écoute! Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode, nous allons aborder un sujet aussi universel que sensible. On va parler de parentalité et de ses impacts sur nos carrières. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Gaëlle Brouat. Alors Gaëlle, c'est une ancienne recruteuse qui connaît bien les codes, mais aussi les travers du marché du travail. C'est aussi une entrepreneuse qui a décidé de transformer son propre vécu en solutions concrètes pour les autres. Elle a créé l'Escale, un bilan de compétences 100% digital, pensé pour les parents, mais pas que. L'objectif, c'est de permettre à chacun de retrouver du sens dans son parcours professionnel sans sacrifier l'équilibre personnel. Elle est aussi à l'origine de Ma Pause Parentale. C'est un projet qui redonne toutes ses lettres de noblesse aux compétences qui sont développées pendant le congé parental. Parce qu'élever un enfant, c'est pas juste une parenthèse, c'est aussi une expérience qui forge des qualités précieuses. Avec elle, on va parler d'une question centrale, c'est comment ne pas laisser sa parentalité freiner sa carrière. Écoute, bonjour Gaëlle, je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode. Bonjour Alexandra et merci beaucoup pour ton invitation. C'est un grand plaisir. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. On va parler transition parentale, si ça te convient. Puisque quand on a un petit peu discuté, c'est vrai que moi, je trouvais très intéressant ton projet que j'ai découvert via le podcast de Florent Le Tourneur. On n'a jamais fait comme ça. Et c'est vrai que forcément, ça parlait de parentalité. Le sujet n'a pas été assez développé, donc j'étais un petit peu frustrée à la fin de l'épisode et je me suis dit, je vais justement t'inviter pour qu'on en parle. Et c'est vrai que souvent, quand on parle de bilan de compétences qu'on va faire dans le cadre de la parentalité, on pense souvent au retour de congé maternité ou de congé parental. Et c'est vrai qu'en discutant avec toi, on a été un peu plus loin. Tu m'as parlé, alors je sais pas si on appelle ça un syndrome du nid vide, mais en tout cas, il y a des moments clés où on est parent, on a besoin d'avoir un soutien professionnel et c'est pas juste lors l'arrivée d'un enfant. Est-ce que tu peux un petit peu nous partager ces moments qu'on peut avoir dans la vie de parent? Non, en effet, en fait, c'est vrai qu'il y a toujours ce moment auquel on pense de retour de congé maternité parce que on le voit quand même de manière générale, ça se passe pas toujours bien. C'est là où souvent il y a des vraies remises en question, les priorités changent, parce qu'on avait, un peu, on a fait des statistiques là-dessus et 96 des parents disent qu'à la naissance de leur enfant, leurs priorités changent. Donc bien entendu, c'est un moment qui est, charnière et qui vient comme un déclencheur des remises en question, mais pas que. Parce que, on le voit dans les parents qu'on accompagne, ça va déjà de avant le congé mat, quand on commence à se projeter avec un enfant, avant son premier enfant même, hein. Là, il y a plein de choses qui sont chamboulées, des remises en question qui étaient latentes, qui reviennent sur le tapis. Après, c'est en effet la naissance de l'enfant. Mais en fait, tout au long de la croissance de l'enfant, je vais dire, et tout au long de son évolution, on voit que les remises en question peuvent arriver à des moments différents. Ça peut être, l'entrée à l'école et donc avec tout ce que ça chamboule sur la logistique, le besoin de flexibilité, le besoin d'équilibre de vie, l'adolescence où, quand nos enfants commencent, à nous envoyer, quelques petits pics, quelques questions un peu tranchantes, ça vient, titiller, des choses qu'on avait enfouies, des choses qu'on aimerait, des choses qu'on aimerait transmettre à nos enfants aussi. L'utilité de notre job, enfin là aussi, on voit que ça peut être des moments assez, chahutants, pour un parent et après, il y a aussi le moment où, les enfants partent, où soit, ça entraîne qu'on a moins de charges financières, parce qu'on n'a plus, l'appartement, la fac à payer, tout ça, ou moins de
d'utilité entre guillemets, hein, au quotidien. On n'a plus besoin d'être là, de gérer l'intendance, les devoirs, tout ça et ça renvoie à nous et qu'est-ce qu'on veut de notre vie? Ben, on a passé, 20 ans à s'occuper, exclusivement de notre enfant, enfin de nos enfants, c'était notre priorité. Maintenant, on a du temps. Qu'est-ce qu'on fait des années à venir? Est-ce qu'on se consacre pas, à nous? Qu'est-ce qu'on a envie vraiment, pour la fin de notre carrière? Enfin là aussi, c'est vraiment un moment qui peut être un déclencheur aussi aux remises en question. Voilà, donc en fait, on n'accompagne pas que les parents au retour de leur congé maternité, ou congé parental. On accompagne les parents tout au long de leur questionnement, dans leur vie. Du coup, j'imagine que ça impacte, forcément, la carrière. On en parlait enfin, tu parlais très bien, hein. Ça peut impacter et la carrière et aussi, du coup, les sources de motivation. Et toi, avec ton retour d'expérience, souvent, tu vas avoir, justement ces transitions, elles vont souvent impacter quoi? Elles vont plutôt impacter, la typologie de projet, c'est-à-dire des personnes qui vont plutôt passer en freelance. Enfin, tu vois, par exemple, je pourrais me dire, quand tu es parent, tu as besoin aussi de plus de flexibilité, donc aller sur du freelance. Est-ce que plutôt, c'est des personnes, qui vont essayer de réfléchir avec toi ou les autres, personnes qui accompagnent, de se dire: «Comment est-ce que je peux ajuster le travail dans lequel je suis pour m'y retrouver au niveau professionnel?» Enfin, comment ça impacte tout ça, ces transitions-là? Au départ, c'est vrai que, l'argument qui revient beaucoup, c'est, le besoin d'équilibre, le besoin de plus de temps. On a besoin de temps quand on est parent, donc on a besoin, souvent d'un job un peu plus flexible ou avec plus de télétravail. Enfin, on a besoin d'être là pour ses enfants. Mais, dans les faits, il y a aussi beaucoup d'autres choses, en fait, qui reviennent. C'est que, parfois les parents disent: «Bon, quitte à faire garder mon enfant, 10 heures par jour, j'ai besoin que ce projet, il ait du sens». Et il y a aussi vraiment cette, notion de sens qui revient, peut-être autant finalement que le besoin de temps. C'est que, voilà, la parentalité vient aussi remuer ce qu'on veut pour soi, ce qu'on veut être, ce qu'on veut transmettre, on le disait et cette notion de sens, elle est vraiment très, très forte. Et souvent ça s'accompagne, tu vois, de remise en question aussi sur des plans beaucoup plus larges, sur le plan environnemental, écologique. Tu sais, d'un coup, on a des envies d'autres choses. Comme les priorités ont changé, on se rend compte que les choses, auxquelles on tenait avant ont moins d'importance, mais d'autres en ont beaucoup plus. Et donc voilà, donc ce besoin de sens, il revient beaucoup, le besoin d'équilibre de vie. Donc dans les projets qui aboutissent suite au bilan, on voit un peu de tout. On voit en effet des personnes qui vont se lancer dans un projet entrepreneurial, mais pas que. En fait, on se rend compte que l'épanouissement, revient aussi, juste en faisant parfois des petits pas de côté, des ajustements. C'est, suivre une formation, et avoir une casquette supplémentaire, dans son poste. C'est justement prendre un jour dans la semaine, pour faire un projet, qui nous tient à cœur à côté ou prendre un jour dans la semaine pour, être moins pris à la gorge sur notre, quotidien, notre charge mentale et pouvoir se consacrer mieux à son job. Il y a vraiment tout type de projet derrière, mais globalement, nous, on essaie quand même de démystifier un peu le bilan. Il y a pas que des reconversions où il y a des virages à 180°, parce que parfois on retrouve de l'envie, de l'épanouissement, du sens, juste en réfléchissant à ce dont on a vraiment envie, à pourquoi on est là, pourquoi on le fait et juste parfois de mettre des mots, de comprendre, ça permet de repartir, boosté, de reprendre confiance, parce que souvent là aussi, le retour de congé mat, enfin la parentalité, entraîne quand même pas mal de remises en question et de perte de confiance. On en parlera peut-être, hein, des retours de congé mat difficiles, des choses qu'il faudrait faire quand même pour accompagner les parents. Mais, mais du coup, voilà, le bilan permet vraiment de reprendre confiance, de re se repositionner par rapport, au marché du travail et donc voilà et on essaie de rassurer les parents. On n'a pas besoin de tout plaquer pour être mieux, mais juste parfois de faire des petits pivots et c'est reparti. Ouais, vous permettez une prise de hauteur, en fait, sur, l'état, la situation de la personne et là où quand on est seul, on va boucler, boucler, boucler. Vous permettez vraiment de se poser les bonnes questions et de mettre en perspective les choses. Non, je complète juste parce que c'est exactement ça. C'est que parfois, on a l'impression qu'on a fait le tour de son poste, qu'on n'en peut plus et en fait, c'est juste la manière dont on le fait qui ne va plus. Mais après, quand on va creuser les moteurs, les envies, les talents de la personne, elle a encore ce métier dans la peau, mais c'est juste comment on le fait différemment. Est-ce qu'on change d'équipe? Est-ce qu'on change d'entreprise? Est-ce qu'on change de secteur? Est-ce qu'on change de manière de le faire, en effet, en étant indépendant et cetera? Enfin, il y a plein, plein de façons,
finalement, d'arriver à réajuster, son poste sans tout plaquer. Parce que justement, quand on est parent, on peut pas forcément tout plaquer et c'est ça qu'on essaie de dire. Mmh. Et quand je te présentais, donc justement, j'expliquais que l'escale, vous accompagnez des parents, mais pas que, hein. Mais pour le coup, vous avez complètement adapté, le format du bilan de compétences pour vous adapter justement aux contraintes, notamment des parents. Puisque tu le disais, il y a, métro, boulot, dodo, enfants, devoirs, amener au sport, les réunions d'école, et cetera, et cetera. Donc c'est pas toujours évident. Pourquoi justement un bilan classique, ça suffit pas, pour un parent, au-delà des contraintes que j'ai pu, énumérer? Peut-être surtout parce que dans les bilans classiques, on va pas aller creuser, la vie perso et nous, on est convaincus qu'on peut pas réfléchir à un projet professionnel sans prendre en compte, sa vie personnelle. Parce que sa casquette de parent, on peut jamais la poser. Enfin, c'est pas parce que, voilà, tu vas bosser que, ta charge mentale, ta culpabilité, tes contraintes s'en vont et donc pour nous, c'est impossible de réfléchir à l'un sans prendre en compte l'autre. Donc pendant tout le parcours, durant toutes les étapes du bilan, eh bien, on va confronter à la vie perso. OK, c'est quoi tes contraintes financières depuis que tu es parent? C'est quoi tes contraintes logistiques? C'est quoi tes barrières limitantes aussi? On en a beaucoup quand on est parent. Enfin, on va toujours essayer de recouper avec justement, cette vie perso pour pas qu'après il y ait de frustration. Parce que ce qu'on a pu reprocher à certains bilans de compétences, c'était que ça pouvait être un peu déjà déconnecté de la réalité du marché. Ça, c'est un sujet, on pourra revenir dessus. Et aussi pas forcément, les idées qui émergent sont pas forcément réalisables avec nos contraintes personnelles. Et donc on a voulu, nous, essayer de rester dans le concret et surtout essayer de toujours, mettre en parallèle les 2 sujets, pro et perso. Dans les plans d'action qu'on met en place, il y a un plan d'action professionnel, mais il y a un plan d'action personnel. Voilà, on est toujours là-dessus et pendant tout le parcours, on va aussi, on a créé des modules, bonus un peu, supplémentaires qui viennent traiter de problématiques qui sont, souvent communes à beaucoup de parents, pardon, qui sont, justement la culpabilité, on en parle beaucoup, la charge mentale, le besoin, d'équilibre, entre pro et perso, le couple aussi, c'est un sujet, les craintes qu'on a liées à l'argent, c'est que justement on a peur de se lancer parce qu'on a des contraintes. Enfin, tous ces sujets, on vient les aborder en même temps que, le corps, le tronc commun du bilan, pour justement être sûr qu'on travaille sur les 2 tableaux. Ça, c'est une raison pour laquelle un bilan doit être adapté, aux parents et pourquoi un bilan classique ne suffit pas. Et après, au-delà de ça, si on parle des sujets plus pratiques, on a essayé de le rendre le plus flexible possible parce que, caler, par exemple, des rendez-vous physiques, de 2 heures dans la semaine quand déjà, comme tu disais, on doit se frapper, les accompagnements, le machin, tout ça, peut-être un enfant malade, bref, voilà, c'est quasi impossible. Donc, nous, on propose un bilan à distance. Nos accompagnatrices sont hyper, disponibles parce que, si jamais il faut faire, une visio, le soir, alors pas non plus à minuit, mais voilà, ou le matin, on s'adapte. On compte même plus le nombre de visios où il y a un enfant au sein, un enfant sur les genoux, ou on doit en partir 3 fois parce que, il y a des trucs à gérer. Enfin, ce qu'on dit, on le fait. C'est que si c'est un bilan pour les parents, on s'adapte et on essaie de les rendre les plus à l'aise et bien et en confiance possible parce que, si c'est pour que ça rajoute une contrainte supplémentaire, on a tout perdu. Donc, voilà, on essaie de faire en sorte qu'ils soient bien. Est-ce que tu aurais des exemples un peu inspirants justement, si on reste dans le sujet, parents que vous accompagnez, de reconversion, d'évolution ou d'entrepreneuriat? Alors moi déjà, j'ai envie de donner ton exemple, hein, parce qu'il est quand même assez inspirant. Est-ce que tu peux nous partager des exemples d'accompagnement justement que tu as eu ou que tes équipes ont pu avoir, dans le cadre de l'escale? Ouais, merci pour pour l'exemple, mais après, alors pareil, je pense que les reconversions totales, comme je disais, ça représente 20 des personnes, Mais c'est des bien de parents le qui dire, enfin, tu vois, oui, de parce que c'est démystifier. toujours important, parce qu'en fait, sinon les personnes qui vont se lancer dans un bilan, soit vont se dire: «Ah ouais, mais moi finalement, bon, il se passe pas grand-chose», ou alors: «Ah bah non, je fais pas un bilan parce que alors moi je suis pas capable de tout plaquer maintenant». Donc voilà, remettre l'église au centre du village et de dire: «Attention, les reconversions totales qu'on voit dans les films, qu'on écoute dans les podcasts, ça représente qu'une petite partie des personnes accompagnées». En revanche, oui, il y a des belles histoires. Il y a une des personnes qu'on a accompagnées tout au début de l'escale qui a lancé une marque qui,
commence à faire le buzz, qui s'appelle Good for Mama. C'est des bouillons justement adaptés aux mamans qui sont envoyées justement pendant les congés parentaux, etc. Enfin, puis après, on peut acheter de manière générale partout, mais c'est une belle histoire. Après, on a une personne qui a créé sa marque d'objets de déco faits à partir d'objets du quotidien. Donc, il y a eu des jolies reconversions comme ça vers des projets passion. Et après, c'est dans des projets entrepreneuriaux. Bon, on accompagne beaucoup de RH et de recruteurs de par nos expériences passées. Donc, il y a eu beaucoup de personnes qui ont lancé leur structure, soit d'accompagnement justement ou de recrutement. Donc ça aussi, pour nous, c'est des belles histoires. Et après, c'est plus des projets qui sont peut-être un peu moins instagrammables, mais pour lesquels les personnes sont très, très, très heureuses. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que parfois, on accompagne un parent et en fait, il va se passer des choses 2 ans et demi, 3 ans après. Et il faut accepter en fait que ça prenne du temps, et c'est un conseil qu'on donne beaucoup aux parents, c'est qu'ils se lancent dans un bilan, ils vont commencer à prendre de la hauteur, à entrevoir le projet qu'il va y avoir derrière, ce qui donne vraiment une bouffée d'oxygène, une grosse motivation, sauf que parfois ce projet, il n'est pas réalisable tout de suite parce qu'on est crevé, qu'on dort pas, que la crèche ça coûte cher, enfin, il peut y avoir plein de raisons. Donc on met en place un projet intermédiaire qui soit déjà un peu plus stimulant et qui permette de tenir, et peut-être que 2-3 ans après, le projet coup de cœur va être mis en place. Donc vraiment accepter qu'un bilan, c'est une première étape et que parfois les choses arrivent beaucoup plus tard. Et c'est beau là quand j'échange avec des personnes des années après qui me disent ça y est, c'est bon, là j'ai lancé ma structure, ou ça y est, j'ai changé de boîte, ou j'ai demandé ma rupture conventionnelle et je me lance dans une licence de psycho. Enfin voilà, les choses se passent parfois plus tard. Donc voilà, en gros, pour les histoires, il y a un peu de tout. Ce qui est sûr, c'est tous ont repris confiance en eux après le bilan. C'est aussi des belles histoires pour le coup. Ouais, c'est tellement important. Si on parle un peu plus de parentalité, carrière, etc., en t'écoutant, je me pose la question de justement les personnes qui viennent vous voir. Est-ce que c'est des personnes qui, à chaque fois, te disent « Oh là là, moi j'en peux plus et c'est ma dernière bouée de sauvetage, c'est l'escale en gros ». Ou est-ce que toi, tu conseillerais justement aux personnes qui reviennent de congé maternité, congé parental, ou qui sont à des cycles de vie de parentalité de faire, pourquoi pas, tu vois, des bilans de compétences assez régulièrement? Parce que je te pose la question parce que j'ai l'impression que souvent quand on fait des bilans de compétences, on va les faire vraiment quand on est en PLS et qu'on n'en peut plus. Et je pense que c'est pas forcément la meilleure période pour avoir une prise de recul sur soi. Et je trouve que c'est plutôt intéressant de se dire, ça peut être pas mal aussi de faire des bilans de compétences plusieurs fois dans sa carrière, liées à la parentalité ou pas, pour justement pouvoir se poser, réfléchir et pas attendre d'être dans le creux de la vague pour se poser les bonnes questions. Amen. Voilà, tu as complètement raison. C'est ce qu'on essaie de faire passer comme message, mais notamment au sein des entreprises, hein, j'en parlerai après, mais c'est tout à fait ça. C'est qu'en fait, on se rend compte que quand les personnes attendent vraiment d'être au pied du mur, soit financier, tu vois, ils ont été au chômage et ils sont en fin de droit, donc ils doivent trouver quelque chose tout de suite, soit psychologique, parce qu'en fait, ils en peuvent plus du tout, manager toxique, enfin plein de raisons, mais dans leur boîte, ça va plus du tout. Quand les personnes attendent vraiment d'être au pied du mur, c'est pas forcément la meilleure configuration parce que elles vont tellement être dans l'urgence que, par exemple, pendant le bilan, elles vont sauter sur les premières annonces venues, elles vont se précipiter sur des postes et elles vont pas prendre le temps d'explorer toutes les pistes qui vont s'offrir à elles. Et c'est là où le bilan est puissant, c'est vraiment d'explorer tous les projets qui vont émerger. Donc nous, notre conseil, c'est de dire que le meilleur moment pour faire un bilan, c'est quand ça va bien. Parce que tu vas être dans un super état d'esprit, tu vas vraiment te mettre dans une posture d'exploration des pistes. Et là, ça peut être vraiment très, très puissant et hyper intéressant. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur le congé mat, clairement, je pense que c'est un moment charnière. Je pense qu'en fait, on devrait tous et toutes, au moins une fois dans sa vie, tu vas prendre ce temps de se poser ces questions-là. Pourquoi ça marche dans ma vie pro? Pourquoi ça marche pas? De quoi j'ai vraiment envie? Mais quand même, le moment où on devient parent, c'est ce qu'on disait, c'est vraiment un déclencheur aux remises en question. C'est tout ce dont on pensait un petit peu avant qui revient en fois 1000. Les priorités ont changé, les besoins ont changé,
Enfin, et plein de choses ont changé et donc c'est un très, très bon, moment pour se dire: «Bah, allez, j'utilise un peu, ce nouveau moi-là que je vois, émerger». Parce que parfois on se découvre, on se reconnaît pas, hein, en étant, maman. Moi, j'aurais jamais pensé que je serais comme ça. Je me voyais beaucoup plus carriériste, je me voyais, avoir 2 nounous pour m'occuper de mes enfants, continuer mes déplacements pro. Sauf que je me suis pris, une belle claque en voyant que j'avais, pas du tout cette envie-là pour ma vie, perso. Donc je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là et le bilan vient, poser tout ça et voir comment se réaligner un peu plus avec, la personne qu'on a envie d'être et avec ce dont on a envie pour soi, pour sa famille, pour son couple, tout ça. Donc je pense que c'est un bon moment et moi j'aimerais même qu'à terme, alors on essaie, on a quelques clients là-dessus, mais que les entreprises proposent de manière quasi, automatique, un bilan de compétences au retour de congé maternité ou de congé paternité ou de congé parental. Comme ça doit être fait aussi en retour d'arrêt maladie prolongé et cetera. Par exemple, ça pourrait être fait, mais si on parle de parentalité, je pense que ça ferait même partie d'un total re-onboarding, tu vois? Où, on remet tout ça en place, on se pose les bonnes questions pour après accompagner au mieux la personne avec, ses nouveaux besoins, ses nouvelles envies et puis ses nouvelles compétences. On n'en parle pas, mais voilà, nous, on est convaincus qu'être parent permet de développer beaucoup, beaucoup de compétences qui sont exploitables par l'entreprise. Et on pourrait même mettre en place des indicateurs de performance. Bref, donc voilà, si un jour l'entreprise pouvait mettre en place ça et se dire, bah, un peu comme tu disais, allez, tous les 5 ans, ou allez, même 10 ans, on propose un bilan de compétences, je pense que ça éviterait beaucoup de désengagement. Mais c'est pour ça que je trouvais intéressant le fait de souligner, le fait que suite à un bilan de compétences, très peu de personnes, changent complètement de carrière, enfin, tu vois, vont ouvrir leur boîte. Enfin, il y en a, mais comme tu disais, les changements de vie instagrammables, c'est pas la majorité et c'est important de le dire parce que encore aujourd'hui, que ce soit les personnes qui vont faire un bilan ou les entreprises qui vont en proposer, je pense qu'il y en a très peu qui en proposent parce qu'ils se disent tout de suite: «Ah bah mince, s'il fait un bilan ou si elle fait un bilan, elle va se rendre compte que potentiellement elle est plus à sa place et elle va partir». Sauf que moi, j'ai pas envie qu'elle parte. Ce qui est en soi un mauvais raisonnement parce que si la personne n'est pas bien chez toi, dans tous les cas, ça va ressortir dans pas longtemps. Donc elle partira dans tous les cas. Mais c'est pour ça, j'allais justement te poser la question du rôle de l'entreprise et de l'accompagnement. Justement, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, tu en as parlé sur les entreprises de justement proposer des bilans sur, soit des moments clés, soit des périodicités, par exemple, tous les 5 ou 10 ans et cetera. Et je pense qu'il y a aussi les managers, qui ont un rôle à jouer là-dedans parce qu'on a parlé on a parlé des entreprises, mais il y a aussi les managers qui sont en direct avec les équipes et je pense qu'eux aussi, ils peuvent être un levier de prise de conscience que, bah, c'est peut-être le bon moment pour toi de te faire accompagner sur un bilan, justement. En fait, tu vois, justement, en ce sens, on a, mis en place un parcours. Alors c'est un bilan de compétences. On l'appelle bilan professionnel parce qu'en fait, on l'a un peu ajusté et l'idée, c'est d'intégrer le RH, justement, ou le manager dans le bilan de compétences. C'est-à-dire l'entreprise propose un bilan de compétences, aux collaborateurs et au départ, il y a un entretien tripartite. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le RH ou le manager, le, participant au bilan de compétences et nous. Et là, on va réfléchir aux objectifs. OK, pourquoi on fait un bilan? Est-ce que c'est effectivement retour de congé mat, on sent que c'est un peu plus compliqué, il y a une démotivation ou un désengagement du salarié ou juste un besoin s'il y a un projet de formation, un projet de mobilité interne? Enfin, on pose un peu les objectifs du bilan. La personne suit le bilan et à l'issue du bilan de compétences, là aussi, entretien avec le manager pour voir, ce qui a émergé et ce qu'il est possible de faire. Est-ce que dans les projets qui ont émergé, on peut, mettre ça, en place en interne? Si c'est le cas, OK, dans quel service? Quelle formation? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'accompagner? Si vraiment il y a rien à faire, peut-être effectivement que la personne s'en ira. Mais dans les faits, nous, quand on regarde, on a accompagné plus de 500 personnes là depuis, 6 ans. On a vraiment plus de 60 des personnes qui restent en poste dans, les 6 mois après le bilan. Donc en fait, on veut vraiment montrer ça, que souvent, un bilan de compétences sert plus à réengager, à remotiver, à faire comprendre, aux collaborateurs pourquoi il est là et souvent, il s'en va pas. Donc il faudrait qu'on se détache de cette image un peu vieillissante du bilan de compétences. Ça veut dire que la personne que j'accompagne va se barrer, c'est que pas du tout et voilà et on aimerait bien que le bilan de compétences soit un outil en plus pour, réengager, les salariés parce que c'est ce qui se passe concrètement
Et le fait d'intégrer le manager ou le RH dans la boucle, ça permet justement de pouvoir l'accompagner au mieux. Et si effectivement il s'en va, au moins il pourra piloter, parce que dans tous les cas, il vaut mieux, comme tu disais, quelqu'un qui s'en va, mais on sait quand est-ce qu'il s'en va, on sait comment le remplacer, on sait qu'il va bien partir, donc potentiellement il va en parler autour de lui, ou s'il revient, il reviendra bien. Enfin, tu connais beaucoup mieux que moi tous ces sujets d'offboarding, mais je pense que c'est beaucoup plus positif d'avoir ce mode d'accompagnement qu'avoir un salarié qui est démotivé et qui va être soit en arrêt maladie pendant une longue durée, soit complètement désengagé et donc avec finalement une productivité, et même un mental qui sera un peu moins bon. Donc moi, j'aimerais vraiment que ça devienne un outil et que ça soit plus juste un synonyme de départ. Mais bon, c'est pas... on a des entreprises qui nous font confiance là-dessus, pas encore gagné. Je me dis aussi que forcément, vous allez avoir des parents qui vont venir suite à, tu vois, un long congé parental ou des choses comme ça. Donc, c'est des parcours souvent qui peuvent être plus atypiques, avec beaucoup de parenthèses. Je reprends ton Ouais. terme de pause, pour Pause. reprendre le terme. Il y a l'initiative que toi, t'as lancée il y a un certain temps. Je crois que tu m'avais dit qu'il venait des États-Unis, c'est ça, avec ma pause parentale, où on se rend compte que justement, pendant les congés parentaux ou maternité, second parent, etc., on va développer des compétences. Comment vous accompagnez justement les personnes à pouvoir davantage faire un atout qu'un frein de ces nouvelles compétences pour pouvoir avoir moins syndrome de l'imposteur, plus confiance en eux pour se positionner sur des postes quand on a parfois des parcours un petit peu plus atypiques ou hachés, par exemple? Point de départ, effectivement, c'était cette initiative Ma pause parentale sur LinkedIn, sourcée des US. Hein. Je n'ai pas inventé, mais j'avais trouvé ce concept super de pouvoir intégrer dans son profil LinkedIn et dans son parcours professionnel sa casquette de parent. Donc mettre, par exemple, que de 2014 à 2015, j'ai été dans l'entreprise Ma pause parentale, c'est-à-dire que j'ai été en congé parental ou en congé paternité ou en congé maternité. Mais l'idée, c'est vraiment de montrer que être parent, ça fait partie du CV. C'est pas un trou dans un CV. Et justement, quand on s'arrête une activité salariée, hein, voilà, parce que c'est pas vraiment un arrêt, mais voilà, quand on fait une pause dans sa carrière classique et qu'on s'occupe de ses enfants, on développe d'énormes compétences. Et en plus, c'est assez prouvé, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand tu vois les soft skills qui sont le plus demandés en entreprise, c'est exactement les soft skills que les parents développent en devenant parent, justement. Quand tu parles de hauteur de vue, d'empathie, de capacité de négociation, de capacité d'organisation, enfin, tu vois, tous ces sujets, c'est ce que tu développes. Sauf que c'est très dur pour un parent, alors surtout une maman. Là, désolée, je vais repartir du côté féminin, mais le manque de confiance, il est très, très féminin. Mais c'est très dur pour une mère d'accepter que elle va pouvoir parler de ces compétences-là, que devant un recruteur, elle va pouvoir dire que elle a appris à être voilà beaucoup plus pragmatique. Enfin voilà, tous ces sujets-là, c'est compliqué. Donc nous, on essaie de dire comment on transpose ces compétences parentales en compétences professionnelles. Et alors ça demande du temps. C'est vraiment un exercice où on reprend tout ce que la personne a fait, par exemple pendant son congé parental, parce qu'en général, les personnes font énormément de choses. C'est pour ça que c'est dommage de penser qu'on s'arrête, mais bon, et que ce soit si peu valorisé, mais c'est un autre sujet. Mais donc voilà, on reprend tout ce qu'elle a fait pour essayer de lui redonner confiance en ses compétences, en ses talents, pour pouvoir les mettre en avant. Et là aussi, en fait, je pense que petit à petit, ça va être long, mais on va y venir, mais on se rend compte de plus en plus que toutes les hard skills, enfin les compétences techniques, elles sont de plus en plus éphémères et usables. C'est-à-dire que maintenant, une formation que tu suis potentiellement un mois après, c'est plus valable. Enfin, tu vois, tous ces sujets-là, finalement, ils ont beaucoup moins d'importance que tes soft skills que tu vas montrer en entretien. Donc, je pense que on va y venir, mais voilà, c'est encore dur d'avoir des recruteurs qui vont être à l'écoute de ça, de ces pauses dans un parcours et pour pouvoir aider la personne à mieux les valoriser en entreprise. Donc là, je pense que les entreprises ont vraiment un rôle à jouer là-dessus. Des ateliers, justement, qui seraient faits auprès des parents ou des choses comme ça pour leur redonner confiance, parce que je suis convaincue que c'est un vrai, vrai levier de performance pour l'entreprise, que les parents ont beaucoup, beaucoup à apporter aux entreprises, mais il faut juste leur montrer que
Enfin, ouais, leur redonner confiance principalement. Je pense que c'est un vrai sujet, je suis d'accord avec toi, très, féminin, mais sur lesquels les femmes notamment ont besoin d'être accompagnées. Alors très féminin et je pense aussi quand c'est des hommes, qui prennent des congés, parentaux, il y en a pas beaucoup et c'est socialement pas du tout reconnu, et ça peut être aussi un vrai sujet, les papas qui s'arrêtent derrière pouvoir reprendre une vie active et sans avoir le syndrome de l'imposteur, je pense que socialement, il y a des vrais préjugés là-dessus. Donc, il y a beaucoup de boulot encore à faire. Ce sujet que tu abordes, il est hyper important. C'est qu'en fait, on avait organisé un événement sur la parentalité en entreprise il y a 2 ans. Et en fait, on voit que les entreprises, bon, et même les pays où les pères prennent de manière systématique déjà leur congé paternité, au-delà du congé parental, hein, mais le congé paternité, ça crée beaucoup plus de parité dans l'entreprise. Parce qu'en fait, dès que le père s'imprègne dès le départ des problématiques liées à la parentalité, eh ben forcément, il va faire bouger les lignes et en interne et dans sa vie perso. C'est-à-dire quand il va galérer sur les modes de garde, il va demander à son manager de faire quelque chose. Quand il va galérer sur quelque chose. Et en fait, en entreprise, les lignes bougeront que grâce aux hommes. Donc déjà, si les hommes prenaient tous leur congé paternité, surtout les managers, parce que dès que l'exemplarité y est, après ça Ça en bouge. découle. Si les hommes prenaient leur congé paternité déjà, mais la totalité, et souvent en décalé, on conseille de le prendre en décalé de la mère, pour que vraiment le père prenne à part entière finalement son rôle de papa. Et même, et comme tu dis, les congés parentaux, si tant est qu'ils soient, je pense qu'ils vont, comme ça va être revalorisé, ça va peut-être un petit peu faire changer les lignes. Mais ça sera, je pense, un des leviers les plus puissants pour faire changer un peu les mentalités en entreprise et que les femmes soient moins discriminées, soient moins impactées dans leurs évolutions de carrière, etc., etc. Mais bon, je peux m'étaler pendant 10 ans, mais tu as touché un point très important sur l'implication des pères, en fait, dans ces sujets. Oui, enfin, moi je pense qu'on ne peut pas sensibiliser que les femmes, pour le coup, si tu inclus pas les hommes dans cette réflexion, tu n'y arriveras pas. Donc, je suis la première convaincue sur le sujet. Écoute, merci beaucoup Gaëlle. Je vais te poser les 2 dernières petites questions. Si tu avais des ressources à nous partager, que ce soit des livres, des podcasts ou des personnes à suivre, que toi tu suis, qui t'inspirent. Et si tu pouvais entendre une personne à ce micro, qui est-ce que tu me proposerais? Alors, dans les personnes à suivre, etc., je vais te citer un peu justement toute la dream team avec laquelle j'avais pu co-organiser cet événement sur la parentalité, parce que c'est des personnes qui essaient vraiment de faire bouger les lignes et beaucoup plus que moi d'ailleurs. Typiquement, il y a Tiffaine Mayol qui vient de sortir un 2e livre sur justement comment créer une politique parentale en entreprise. Et à chaque fois, c'est des conseils hyper concrets. Enfin voilà, il y a des choses hyper intéressantes à faire sortir. Voilà, donc ça c'est peut-être le bouquin, je pense, en tant que RH à avoir sur son bureau. Après, il y a Delphine Cordel aussi qui a créé le podcast Maman Boss, que j'aime beaucoup parce que toujours, comme ce qu'on a abordé toutes les deux, des sujets clairement boulot et parentalité. Écoute, on parlait de retour de congé maternité, il y a Essence avec Clémence Pagnon, voilà, qui aborde justement ce sujet du 5e trimestre pour dire que on n'arrête pas juste d'être parent à la naissance, mais qu'il se passe plein de choses derrière. Voilà, moi, toute cette équipe, je trouve que ils ont des choses très, très intéressantes à apporter. Donc, tu peux aussi peut-être, si tu veux encore parler de parentalité, les inviter. C'est un tout autre sujet, mais c'est pas grave. Je fais un peu du hors-sujet, mais tu disais que quel invité, tu vois, tu pourrais avoir. Et récemment, là, je vais faire du chauvinisme parce que c'est un Marseillais. Mais j'ai entendu Laurent Boucrot, tu sais, qui a créé une maison de vie, c'est-à-dire qu'en fait, qui gérait auparavant un EHPAD et a voulu faire plein de choses pour que ça soit beaucoup plus vivant. Et au final, je te la fais courte parce que sinon ça va être trop long, mais maintenant il y a une crèche, un espace de coworking, un restaurant. Et j'avais trouvé hyper intéressant, tu vois, sa façon de voir les choses, là aussi, de rendre les choses un peu plus innovantes. Et comme c'est un peu les thématiques de ton podcast, quand on dit nouveau prisme, tu vois, je m'étais dit, tiens, ça pourrait être intéressant. Très bonne idée. Merci pour le conseil. Écoute, merci beaucoup Gaëlle. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. J'étais très contente de t'avoir et de pouvoir creuser un peu la frustration que j'avais eue quand je t'avais écouté sur le super podcast de Florent que je recommande. Je te dis à très vite et merci beaucoup pour tout ton partage.
À très vite et merci pour tout, Alexandra. À bientôt.